Bertrand Friguet, vous allez entrer plus dans le détail biochimique de ce vieillissement. Et ensuite, ne vous inquiétez pas, on aura une longue séance de questions possible. Bertrand Friguet, qui est donc professeur à l'université Pierre et Marie Curie et qui va nous parler du vieillissement cellulaire. Merci Madame Leglu, merci Francis Rocard et aussi la mairie de Saint-Tropez et l'association des Amis des Mystères du XXIe siècle de m'avoir invité ici. Et je remercie l'audience par avance d'être aussi nombreuses aujourd'hui. Et donc moi ce que je vais vous donner, c'est le point de vue d'un biologiste fondamental. Et je vais commencer par vous asséner ce qu'on pense être des vérités. Ça c'est juste pour resituer les affaires. Donc on peut passer rapidement là-dessus, si ce n'est que la confusion sur mon affiliation provient du fait que je viens juste de quitter Paris 7 pour arriver à Paris 6, mais ça c'est pas très important. La deuxième diapositive donc, va essayer de reprendre certains des concepts déjà qui ont été exposés par le précédent orateur. Donc si on tente de définir le vieillissement, et en fait il y a plusieurs définitions, mais en fait les gens s'entendent, enfin au niveau du biologiste, puisque c'est de vieillissement biologique dont on parle, le vieillissement se caractérise par une diminution progressive et irréversible de la capacité d'un organisme à faire face à son environnement. Les changements délétères qui apparaissent avec l'âge sont cumulatifs, et le vieillissement, c'est une propriété qu'on retrouve en fait dans tous les organismes vivants, à quelques exceptions près, sur lesquelles on pourra revenir plus tard. Sur la diapositive suivante, ce qui est montré ici, c'est que le vieillissement commence à être quelque chose de relativement bien décrit, puisque de nombreux biogérontologistes, c'est comme ça qu'on appelle les chercheurs en biologie qui s'intéressent au vieillissement, on peut donc le décrire au niveau des espèces, des populations, et donc ça va des champignons jusqu'aux mammifères. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, on a surtout parlé de vieillissement humain, mais là on peut intégrer aussi donc, les individus. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de modèles qui ont été utilisés, des systèmes, organes, tissus, cellules, organelles et macromolécules. Et en fait, le niveau de mes recherches, moi, se situe entre la cellule et les macromolécules, organelles qui composent les cellules, macromolécules qui sont la base d'architecture et tout ce qui rend fonctionnelle cette cellule. Et on va essayer de rentrer dans le détail de tout ça et voir comment ça contribue, ou du moins ça subit, ou ça participe au vieillissement. Alors, comme principe général du vieillissement, c'est que le vieillissement, c'est quelque chose qui est relativement récent, en fait, puisque c'est quelque chose qui apparaît après ce qu'on appelle la durée de vie nécessaire ou encore durée de vie essentielle. Donc c'est probablement inférieur à 40 ans. Et ce qu'on a entendu hier, c'est que les premiers hommes, en fait, vivaient encore moins longtemps que ça. Donc ils avaient franchement pas vraiment le temps de vieillir. Et que cette durée de vie essentielle, elle est évidemment différente et beaucoup plus courte que la durée de vie maximale. Donc ça, c'est le record est encore tenu par Jeanne Calment, puisqu'elle est décédée à 122 ans. Donc c'est le maximum de longévité au niveau humain. Et ça risque de durer un peu, puisque je crois qu'il y a un Japonais, mais il a 117 ans, donc elle a encore 5 ans à tenir le record. Et puis... Oui, et puis c'est aussi beaucoup plus court que la durée de vie moyenne actuelle, qu'on peut situer entre 75 et 80 ans, mais on peut voir que selon les pays, selon qu'on ait un homme ou une femme, ça peut être effectivement variable, mais donc l'ordre de grandeur actuellement, dans les sociétés développées, c'est à peu près ça. Alors sur le cliché suivant, principe fonctionnel. Donc on a déjà entendu parler de capacité fonctionnelle, donc ça va me permettre d'aller rapidement. Ce vieillissement, c'est caractérisé par une perte progressive de cette capacité fonctionnelle. Et c'est cette capacité fonctionnelle qui s'amenuise, qui nous rend plus sensibles ou plus susceptibles aux maladies et à la mort. Un autre principe, c'est le principe moléculaire, et ça a déjà été un peu évoqué. C'est qu'en fait, on n'a pas vraiment de réel gérontogène. Le vieillissement n'est pas quelque chose de programmé comme le développement. Il n'y a pas un programme qui va se déclencher au bout d'un certain temps pour générer le vieillissement et puis la mort qui suit. Donc en fait, c'est beaucoup plus graduel et beaucoup plus, je dirais, subtil et plus compliqué que ça. Sur le cliché suivant, ce qu'on a appris par contre, c'est que ce vieillissement,
il se caractérise par une accumulation progressive de dommages au niveau moléculaire, donc au niveau de ces entités qui composent nos cellules. Et j'ai, sur la diapositive suivante, résumé en fait que tous les types de macromolécules qui composent la cellule eh bien, sont exposés à des dommages qui sont là tout le temps et qui vont s'accumuler avec le vieillissement. Donc ainsi, on a une recrudescence des dommages à l'ADN, que ce soit des mutations, des épimutations, des modifications des bases qui composent cet ADN. Donc ADN, c'est ce qui code le programme génétique. L'ARN, c'est ce qui sert d'intermédiaire dans la synthèse des protéines, mais qui aussi sert à réguler certaines fonctions. Donc là aussi, on peut avoir des modifications, des erreurs aussi, puisque la cellule eucaryote n'est pas un système parfait. Il y a beaucoup d'erreurs qui se passent, erreurs qui sont corrigées, rattrapées. Et puis les protéines, ce sur quoi je travaille en fait, et je vais m'étendre un tout petit peu plus là-dessus, eh bien ces protéines qui composent les cellules, qui assurent les fonctions de catalyse et les fonctions structurales, eh bien elles peuvent être modifiées soit de manière spontanée, soit par ces processus d'oxydation. Et donc là, on vient, sans doute, vous êtes tous au courant, les fameux radicaux libres, les espèces réactives de l'oxygène, donc qui vont endommager les protéines. Et puis aussi les processus dits de glycation, où les protéines sont modifiées par des sucres. Et ça, c'est particulièrement observé dans le cas du diabète, où il y a une dérégulation de tout ce qui tourne autour des sucres. Il y a aussi des problèmes d'erreur, de mauvais repliements qui font que ces protéines sont non fonctionnelles, sont endommagées. Et puis il y a des dommages qui impliquent donc les différents types de molécules. Donc, aucune macromolécule dans la cellule n'échappe à ces dommages, que ce soit les lipides ou que ce soit encore les sucres. Donc on est face à ces dommages. Et si on résume ici, ces dommages, comme j'ai un peu essayé de vous expliquer, donc la cellule, elle est au centre de beaucoup d'agressions. Alors les agressions externes, donc le rayonnement UV, donc ça, si vous vous promenez au soleil, eh bien évidemment, ça va générer des dommages qui vont être réparés. Les radiations, donc ça c'est un peu moins fréquent, il faut quand même se rapprocher des centrales nucléaires ou des choses comme ça, mais bon, on peut avoir des phénomènes de radiation cosmique par exemple. Pollution, tabagisme, j'ai mis ça dans le même paquet, donc ça aussi, ça va être source de dommages à nos cellules et aux macromolécules qui les composent. Et puis, ce que porte en elle la cellule, en fait, ce sont une capacité à s'endommager elle-même. Donc le métabolisme de l'oxygène, ce qui nous permet de tirer toute notre énergie, eh bien, c'est un métabolisme à haut risque. Et en fait, cette mitochondrie, qui est la source de production de l'énergie dans la cellule, eh bien, ça ressemble un peu à une centrale nucléaire dans la mesure où elle produit de l'énergie en grande quantité. Et c'est ça, en fait, qui nous distingue des prokaryotes, c'est-à-dire par rapport à nous-mêmes, les eucaryotes, c'est qu'on a pu dompter cette énergie. Donc, on n'a pas de problème d'énergie, mais par contre, on amène avec cette production d'énergie eh bien, des effets collatéraux, et notamment la production de ces espèces réactives de l'oxygène qu'on appelle parfois les fameux radicaux libres. Alors il y a des erreurs aussi, des erreurs de synthèse lors de la duplication ou de la programmation du programme génétique. Et puis ce qu'on ne voit pas ici, c'est le catabolisme des sucres, par exemple. Pour tirer l'énergie, eh bien, il faut ingérer des sucres. Et ces sucres, en fait, lors de leur décomposition, eh bien, vont donner lieu à la formation de sous-produits qui, eux aussi, peuvent être dommageables pour nos structures intracellulaires. Alors ici est résumé juste un zoom sur ces fameuses espèces réactives de l'oxygène. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, elles peuvent être produites de manière exogène, donc extérieure. Donc on voit les effets des radiations, le fait d'héberger des toxines ou encore de développer des réactions inflammatoires. Ça va créer donc une production de ces entités. Il y a des sources endogènes, donc la mitochondrie étant une des principales sources. Donc la cellule a en elle-même une production de ces espèces réactives de l'oxygène qui évidemment sont contrecarrées par des systèmes de défense, donc ce qu'on appelle les antioxydants, que ce soit des systèmes enzymatiques ou des systèmes non enzymatiques pour faire court.
Et ces espèces réactives de l'oxygène, dont certains sont des radicaux, c'est quand il y a le petit point qui est dessus, donc ça c'est hautement réactif, encore plus réactif, eh bien elles sont aussi, donc elles sont inhérentes au métabolisme normal, et elles participent à ce qu'on appelle l'homéostasie cellulaire, et à un taux basal, tout se passe bien, la croissance est normale, le métabolisme est normal. Et quand on a une dérégulation, donc suite à une hyperproduction, soit des sources exogènes ou des sources endogènes, eh bien on s'aperçoit que là, on va générer des altérations des fonctions physiologiques que l'on retrouve dans le vieillissement, dans certains types de maladies et évidemment dans les cas de la mort cellulaire. Alors sur cette courbe, vous est présenté juste un exemple donc, que j'ai tiré de la littérature scientifique. Donc ce qui avait été montré dans fin des années 80, début des années 90 par Earl Statman et ses collaborateurs aux États-Unis, et ça a été bien repris par de nombreux groupes par le monde, c'est que si on regarde en utilisant, donc ça c'est une fonction carbonyle, désolé de faire un peu de chimie, mais que l'on attribue à une signature de l'oxydation des protéines, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'avec l'avancée en âge, ici vous avez présenté la fraction de durée de vie, eh bien, tout ne se passe pas trop mal dans, disons, la première moitié de vie. Et au-delà de cette première moitié de vie, eh bien, on voit qu'on a une accumulation de ces protéines oxydées avec l'âge. Donc ici est montré donc fraction de durée de vie, parce que sur le même schéma, en fait, vous avez des points qui sont issus de plusieurs types tissulaires ou cellulaires, que ce soit des cellules humaines, ou des tissus humains, ou encore des tissus de rats ou de drosophiles. Et donc, comme ces espèces n'ont pas la même durée de vie, eh bien pour faciliter la présentation, tout a été normalisé de telle façon qu'ici, on a le 100% de durée de vie, et donc c'est en pourcentage que c'est exprimé. Donc, ce qu'on voit, c'est donc qu'il y a une augmentation, une accumulation de ces protéines oxydées avec l'avancement en âge. Alors, bon, on pourrait revenir là-dessus, mais cette rupture pourrait éventuellement nous rappeler cette notion que j'ai développée précédemment sur la durée de vie essentielle, c'est-à-dire il y a un moment où tout se passe pas trop mal, et puis passé un certain point, eh bien il y a une rupture et une augmentation beaucoup plus dramatique de la quantité de protéines oxydées accumulées dans la cellule. Alors, ce qu'il y a de bien avec le vieillissement, c'est que vous avez suffisamment de variabilité pour espérer être en dessous de cette courbe, pour ceux qui ont dépassé ce seuil. Et en ce qui me concerne, moi, à force de dire que je ne suis que là, je vais finir par grimper aussi. Alors, ici, sur cette diapo, vous êtes résumé en gros 10 ans de nos recherches, mais c'est un peu une gageure, mais... Donc, face à cette situation d'accumulation de dommages sur les protéines, eh bien, la question qu'on s'était posée, c'est de savoir, bon, donc ces dommages donc, qui sont résumés ici, que ce soit des dommages par voie d'oxydation ou par conjugaison avec des sucres, ce qu'on appelle la glycation, ou encore par des produits d'oxydation des lipides qui eux-mêmes vont réagir avec les protéines. Eh bien, ça va contribuer à augmenter évidemment la quantité de protéines endommagées, donc c'est ce que vous voyez ici. Et évidemment, dans une cellule jeune, dans un organisme jeune, tout ça c'est relativement bien géré, bien débarrassé. Et la question qu'on s'était posée il y a quelque temps, c'était de savoir comment se faisait-il que la cellule âgée, provenant d'un organisme âgé, était moins capable de gérer ces dommages. Et en fait, la réponse qu'on a pu apporter, c'est que les systèmes impliqués dans l'élimination de ces dommages, que ce soit la réparation ou l'élimination par dégradation, donc on détruit pour mieux reconstruire, eh bien ces systèmes-là sont effectivement très affectés avec le vieillissement. C'est ce qui nous amène en corrélant avec d'autres approches, notamment les approches de biologie comparative, qui nous permettent de regarder, puisque toutes les espèces ne vivent pas à la même durée, eh bien, il y a des corrélations très intéressantes, justement, vis-à-vis pour la durée de vie de ces espèces, que ce soit leur capacité cellulaire à répondre au stress, donc une fois de plus, ça revient, leur potentiel de prolifération cellulaire, leur niveau de réparation des dommages au matériel génétique, à l'ADN, ou encore le niveau des antioxydants,
qui est beaucoup plus élevé dans le cas des espèces à durée de vie longue, pour faire court, pour comparer aux espèces à durée de vie plus courte. Alors je reviendrai là-dessus en vous donnant quelques exemples. Et ce qu'on pense maintenant, et on est loin quand même d'avoir compris tous les détails de ces mécanismes, c'est qu'en fait, pourquoi on devient vieux, c'est parce qu'on assiste à un déclin progressif de ces fonctions de maintenance et de réparation qui constituerait la cause biologique du vieillissement. Donc on peut illustrer ça par la peau. Donc si on avait des systèmes qui nous permettaient de remplacer à l'identique, on aurait conservé une peau de bébé. Et a priori, il suffit de se regarder, moi aussi de me regarder, j'ai loin d'avoir gardé ma peau de bébé. Donc c'est ces systèmes de maintenance et de réparation qui font que leur performance n'est pas suffisante pour reproduire à l'identique. Et que ça laisse passer un certain nombre d'erreurs, et ces erreurs s'accumulent avec le temps. Alors, ça c'est un tableau évidemment illisible. C'est juste pour vous montrer qu'il y a de nombreux exemples qui ont pu montrer qu'on avait une relation très intéressante entre la longévité des espèces et la résistance au stress. En fait, ici, il s'agit de modèles qui sont utilisés en biologie du vieillissement parce que ça vit plus court. Donc il y a le ver rond qui s'appelle C. elegans. Il y a la mouche et aussi la souris. Donc c'est les modèles favoris des expérimentateurs en biologie du vieillissement. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu montrer qu'en faisant des organismes génétiquement modifiés, donc de ces espèces-là, eh bien on était capable, dans certains cas, d'augmenter la durée de vie. Donc ça peut être modulable, et généralement, ces augmentations de durée de vie, ça touche soit des voies de signalisation, soit des fonctions très importantes qui sont effectivement impliquées encore dans ce système de maintenance et de réparation. Et que chaque fois qu'on augmente la durée de vie, donc que ce soit dans le modèle du ver, de la drosophile ou de la souris, donc c'est écrit là, eh bien, on assiste à une augmentation de la durée de vie qui est complètement associée à une augmentation de résistance au stress. Donc là, on tient quelque chose de très intéressant. Alors, il y a d'autres exemples. Alors ici, c'est tiré d'une publication d'un collègue allemand, Alexander Börkel, qui par ailleurs coordonne un programme européen sur les biomarqueurs du vieillissement. Et ce qu'il avait montré, je crois que c'est un papier qui date des années 80 ou 90, c'est que si on regardait différentes espèces, donc il y a l'homme ici, l'éléphant, le gorille, 2 minutes, c'est bon, j'ai presque fini, le cochon d'Inde, le rat, enfin le lapin, bref, donc toutes ces espèces ont des durées de vie différentes. Eh bien, en regardant son enzyme favori, qui est un enzyme de réparation de l'ADN, à savoir, alors c'est un nom un peu barbare, c'est la je vais le louper celui-là, PARP, c'est poly-ADP-ribosyl polymérase. Voilà, donc ça répare l'ADN, c'est très important, mais toujours est-il qu'il y a une corrélation effectivement fort intéressante entre la durée de vie maximale de ces espèces et l'activité de cette enzyme de réparation. Alors, je vais essayer d'aller encore plus vite. Enfin, si derrière ils assurent, plus vite. Voilà. Et l'autre chose aussi qui est intéressante, et ça va nous amener au modèle de vieillissement cellulaire in vitro, parce qu'on peut faire vieillir, et c'est ce qu'on fait au laboratoire, des cellules dans des boîtes. Donc c'est un vieillissement qu'on appelle la sénescence réplicative, où on mesure la prolifération cellulaire, la capacité des cellules à se diviser. Évidemment, il faut partir avec des cellules qui se divisent. Donc le fibroblaste est un modèle de choix. D'ailleurs, c'est le modèle qu'avait introduit Eflik et qui a montré cette fameuse limite. Et là, on voit qu'il y a aussi une corrélation positive entre la durée de vie proliférative de ces cellules issues d'organismes à durée de vie différente. Alors, très rapidement, puisqu'il ne doit plus me rester qu'1 minute 30, donc dans la cellule, on commence à savoir ce qui est vraiment impliqué dans le processus de vieillissement, donc l'ADN, les modifications à l'ADN, l'énergie, donc ça c'est très important et très, très dangereux à manipuler. Et puis tout ce qui est nettoyage, en fait. Tout ce qui est élimination des dommages, ça c'est quelque chose de très, très important. Diapositive suivante, là, on va me déduire les 30 secondes.
Alors, quand les cellules se divisent, donc ça c'est la fameuse courbe des flics, on a pour ces fibroblastes ici, hein, qui sont des cellules issues du derme de la peau, eh bien on voit qu'elles se divisent, elles vont croître très bien de manière exponentielle jusqu'à un certain temps où elles rentrent en crise. Et là, de deux choses l'une, soit on a un processus d'immortalisation, parce qu'il y a des mutations qui s'accumulent et qui vont donner lieu à des cancers, mais aussi le plus fréquent, c'est de rentrer dans cette phase de sénescence, où les cellules sont métaboliquement actives, elles ne sont pas mortes pour autant, mais elles rentrent dans un arrêt de croissance. Et sur la diapositive suivante, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, voilà. Donc ici vous avez des fibroblastes jeunes, ils sont tout beaux, tout élancés. Quand ils sont âgés, ils sont un peu plus aplatis, beaucoup plus diffus. Ils sont essentiellement aplatis. En plus, donc on voit qu'ici, là, ça synthétise de l'ADN. Ici, ça n'en synthétise plus. Et puis, si on utilise un marqueur, parce qu'on aime bien utiliser des marqueurs, évidemment, les cellules ne seront pas bleues. Il faut mettre le réactif pour qu'elles deviennent bleues. Et on voit qu'ici, donc, il y a une expression importante de ce marqueur de sénescence qui est la bêta-galactosidase. Donc, les cellules s'arrêtent de croître, elles s'étalent. Le cytoplasme s'amincit et ça sécrète des choses qui peuvent aussi avoir des effets délétères. Alors sur la diapositive suivante, donc cette sénescence, on l'obtient donc parce qu'il y a un potentiel de réplication, de division cellulaire qui est limité, donc c'est ce qui est rappelé ici, mais cette sénescence elle peut être induite et on peut l'induire quand on crée des dommages, par exemple des dommages spécifiques à l'extrémité des chromosomes qu'on appelle les télomères. Et ces télomères sont très importants dans le processus de division. Le stress oxydant va aussi induire la sénescence, et puis les dommages à l'ADN aussi vont induire la sénescence. Donc en plus de ce phénomène graduel au cours des divisions de l'arrêt, de prolifération cellulaire, eh bien on peut avoir des raccourcis qui vont induire les cellules en sénescence. Et ça devient de plus en plus important puisque il y a nombre de pathologies. Alors, je ne suis pas le spécialiste des pathologies le meilleur, donc je ne vais pas me risquer de trop, mais je crois que dans l'athérosclérose, par exemple, dans l'arthrose et aussi dans la bronchopathie obstructive, je la connais mieux en anglais, voilà, eh bien, il y a des observations qui montrent qu'on a apparition de cellules sénescentes dans ces pathologies. Donc, ce qui veut dire qu'il y aurait une superposition entre vieillissement et apparition de la pathologie. Alors en plus, il y a ce cercle qui fait que la pathologie, et ça peut induire des stress oxydants, donc va conduire à un vieillissement accéléré, et sur ce vieillissement accéléré va pouvoir se greffer la pathologie. Donc on a un cercle vicieux qui s'installe de cette manière-là. Alors j'en ai fini. Juste pour vous dire que j'espère que vous serez intéressés d'apprendre qu'il n'y a pas que l'industrie cosmétique en France qui s'intéresse à la biologie du vieillissement, quoique ce sont de très bons partenaires. Il y a aussi des possibilités d'obtenir des financements via les consortiums européens, du fait que le vieillissement, la biologie du vieillissement est affichée, et pas que la biologie d'ailleurs, est affichée comme priorité thématique européenne. Et il y a un certain nombre de réseaux européens qui se sont développés ces dernières années et qui continuent à se développer pour étudier ces mécanismes fondamentaux du vieillissement. Donc je pourrais en citer un ou deux. Donc là, vous avez MIMAGE, donc c'est un consortium qui s'intéresse au rôle de cette fameuse mitochondrie dans le processus de vieillissement, et notamment dans les mécanismes conservés, puisque ce consortium que j'ai eu la chance d'évaluer, c'est pour ça que je sais bien ce qu'ils font dedans, eh bien ils étudient le rôle de la mitochondrie dans des modèles qui vont de la levure jusqu'à l'homme, et permettent ainsi de mettre en évidence des mécanismes que l'on retrouve partout. Et puis, il y a un projet, je pense qu'il est presque terminé, sur la génétique du vieillissement en bonne santé, où là, les analyses, ça a été du génotypage de cohortes de centenaires pour comprendre ce qui faisait que ces personnes avaient une longévité accrue. Et apparemment, les résultats devraient sortir bientôt. Mais il semble qu'il y ait des variabilités entre pays ou conditions de vie qui vont permettre de rediscuter tout ça. Et puis il y a un autre consortium, alors que je connais bien parce que j'en fais partie, qui s'intéresse justement à l'évolution du protéome, c'est-à-dire l'ensemble des protéines dans le vieillissement, aussi en recherchant ces mécanismes conservés par l'évolution
que l'on retrouverait donc de la levure jusqu'à l'homme. Donc il y en a bien d'autres encore. Il y a aussi un collège de biogérontologie qui réunit tous ces acteurs européens dans la recherche de biologie du vieillissement. J'ai fini. Et là, non, juste... Fausse sortie. Fausse sortie. J'ai fini, donc je l'avais oublié celle-là. En fait, ça, c'est tiré, juste un petit clin d'œil, donc c'est tiré d'un numéro spécial qui date un peu de BioFutur. Je n'ai pas spécialement besoin de faire de la pub pour BioFutur, mais c'était un hors-série en 2001 qui traitait du vieillissement et de la biologie du vieillissement en particulier. Et avec ma collègue Isabelle Petropoulos, on avait contribué un petit papier sur les réparations imparfaites, et ça avait inspiré l'humoriste à l'époque. Et vous voyez ici donc les macromolécules endommagées et la maintenance qui s'épuise de plus en plus. Et je vous remercie de votre attention. Merci Bertrand Friguet. Nous sommes véritablement entrés au cœur donc de nos cellules. Entre vos deux présentations, ce sont les questions qui s'accumulent, pas seulement les radicaux libres. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut retenir, me semble-t-il, un message extrêmement important que vous avez dit explicitement ou qui a été à l'intérieur de la deuxième présentation, c'est que donc nous ne sommes pas programmés pour vieillir, mais programmés pour survivre. Et en fait, comme vous le faisiez remarquer dans votre dernière diapositive, c'est cette accumulation des manques de réparation qui finalement conduit au vieillissement.